Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le bœuf politique littéraire. Oui, bœuf politique littéraire aujourd'hui, car on va parler de politique et de littérature dans cette émission. Et celui qui nous fait l'amitié d'être notre invité aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous connaissez tant en France que sur le continent africain. Un homme qui a des valeurs, oui, je peux me le permettre. Lui, c'est l'ancien député Sébastien Nadeau. Bonjour Sébastien, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Je suis très content d'être là. Je peux vérifier, c'est vous? Je serre les mains pour vérifier. Allez, on serre la main. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est un plaisir. C'est partagé, c'est partagé. Alors Sébastien Nadeau, merci d'avoir accepté notre invitation. Une invitation qui est liée à votre actualité, car dans quelques jours, sera publié votre nouveau livre intitulé Togo, la démocratie étouffée. Exactement. C'est un livre qui m'est cher. Il m'est cher parce que c'est l'aboutissement de pas mal d'années de travail, pas seulement du parlementaire que j'étais, mais de l'équipe qui avait autour de moi, qui a fait pas mal de recherches, et puis du travail que j'ai fait avec des Togolais qui sont dans une situation qui est absolument anormale. Cette situation d'une dictature de père en fils qui s'est construite très tôt dans la naissance du pays. 1967. Du Togo. La République du Togo, l'indépendance, elle est proclamée en 1960. On a Sylvanus Olympio qui fait un discours assez fort. Et puis, 3 ans plus tard, il est assassiné. Quand il voulait battre Monet. Il voulait battre Monet. Il avait cette volonté d'avoir une indépendance pour les indigènes, c'est-à-dire pour les Togolais. L'indépendance, c'était pas l'indépendance pour la France ou pour les États-Unis ou pour qui sais-je, c'était pour son peuple. Et ça passe pas. Et ça passe pas. Et ça passe pas. Et on est en 1963. Donc moi je reviens sur ce moment-là parce que je crois que c'est un moment décisif quand on va dire la nouvelle naissance du pays Togo, parce que ces frontières déjà qui sont des frontières imposées par la France, comme toutes les frontières africaines. Comme toutes les frontières africaines, c'est-à-dire en pleine aberration puisque on ne tient pas compte des populations, on ne tient pas compte des gens. On vient, on tire un trait sur une carte, parfois ça correspond à quelque chose, une frontière géographique, mais la plupart du temps ça n'a pas de sens. Là, ça n'a pas de sens. Et donc, en dépit de tout ça, et après une bataille qui a été très dure, on a l'impression que Sylvanus Olympio, il arrivait, il a été élu un temps dans cette assemblée qui était une espèce de double assemblée togolaise par rapport à l'Assemblée nationale française, mais il a dû se bagarrer sur le terrain, il est allé à New York nombre de fois pour défendre la cause, il finit par être président de la République après une élection. Après une élection, oui. Ce qui devient de plus en plus rare. D'avoir des élections qui permettent d'accéder. Pas que sur le continent africain, il faut bien préciser. On va pinailler là-dessus. Ouais. Et donc, il y a ce moment finalement, la naissance du Togo naît dans un bain de sang. Un bain de sang, pourquoi? Parce que on tue un président qu'on voit trop intelligent, trop indépendant. Trop indépendant. Pour qui? Mais pour la puissance coloniale. Qui est la France. Qui n'était même pas puissance coloniale, mais tutélaire. Mais qui était une tutelle. C'est la même situation que le Cameroun. En fait, ce sont des territoires qui sont sous mandat des Nations Unies. Et la France fait un lobbying intense auprès des Nations Unies pour pouvoir récupérer la tutelle et du Togo et du Cameroun, sur la base de l'Allemagne qui avait ses tutelles jusqu'à la Première Guerre mondiale. Qui avait ses colonies, et là, donc, la France récupère cette tutelle. Et après, quand on suit... Alors moi, j'ai suivi un peu tous les débats qu'il y a à la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies. Tout à fait. Pour pouvoir récupérer ces territoires. Alors on accepte de dire qu'on permettra aux populations de s'émanciper, d'avoir une organisation propre, etc. C'est pas une réalité. Mais ce qu'on voit du Togo aujourd'hui ne se comprend, d'après moi, qu'à la lumière de cet assassinat
en 1963. 63, janvier. Sylvanus Olympio, en 1962, il rencontre Kennedy, il va à Washington. C'est une visite d'État extraordinaire. Il y a un accueil, tous les plus grands américains accueillent Sylvanus Olympio. Il y a des images d'archives, quand on voit défiler Sylvanus Olympio sur la 5e avenue, sur Broadway, à New York, c'est un personnage vraiment de grande envergure. Oui. C'est quelqu'un qui a fait la London School of Economics. Yes, il a tout. Mais bon, il a défilé sur Broadway, mais son assassinat n'a pas ému les États-Unis tant que ça. Donc c'est une grosse hypocrisie pour moi. Bien sûr que c'est très grosse, car la France est une bonne sous-traitante des États-Unis en Afrique. On sait un certain nombre de choses en ouvrant les archives, en interrogeant les témoins. Il est assassiné, alors on dit... il s'était réfugié à l'ambassade des États-Unis et on dit qu'il est assassiné 1 mètre après le portail en sortant. Alors que la fille de l'ambassadeur américain a porté un témoignage en disant que ça s'était fait à l'intérieur de l'ambassade. Donc, il y a encore des autres troubles sur l'assassinat de Sylvanus Olympio, comme sur l'assassinat de Oumniobé et bien d'autres leaders africains. Il y a des zones troubles, mais la sécurité de Sylvanus Olympio était assurée par des gendarmes français. Les gendarmes français, en l'occurrence celui qui s'appelle Georges Métrier, c'est quelqu'un qui doit assurer la sécurité, mais c'est quelqu'un qui rencontre le petit commando qui va assassiner Sylvanus Olympio. C'est quelqu'un qui rencontre ces gens à 3 ou 4 reprises juste avant. Juste avant, comme par hasard. C'est quelqu'un qui doit assurer la sécurité de Sylvanus Olympio, mais... entre les coups de feu, les premiers coups de feu à son domicile contre lui et son assassinat, il se passe 6 heures. Pendant ces 6 heures, je peux vous dire que celui qui est à la tête de la gendarmerie, Georges Métrier à Lomé, il sait tout ce qui se passe. En aucun cas, il a assuré la sécurité de la personne dont il avait la charge. C'est même bizarre. Pas du tout bizarre. La gendarmerie, c'est un corps qui est très particulier. On obéit aux ordres. Oui. Georges Métrier a obéi aux ordres. Donc s'il a failli sur la surveillance de la sécurité de Sylvanus Olympio, c'est parce qu'il obéissait aux ordres. Les ordres, c'est très simple. On est dans la phase vraiment très forte où s'impose à bien des égards Jacques Foccart. Jacques Foccart, le Mayennais, Monsieur Afrique de Charles de Gaulle. Monsieur France-Afrique. Georges Métrier, il n'est pas là par hasard. C'est quelqu'un qui a mis en place l'assassinat de Ruben Oumniobé au Cameroun, 5 ans avant. 4 ans avant, 5 ans avant. 58, je crois. 58. Oui, 5 ans. Donc, c'est pas anodin. Dire, les affaires sales, c'est lui. Et donc, on le retrouve là. Après, il n'a pas réussi à assurer la sécurité d'un chef d'État. Qu'est-ce qui se passe normalement? On doit le sanctionner. On doit le sanctionner. Il a une promotion, il devient commandant et il part assurer la sécurité de je ne sais qui au Gabon. Et donc il monte en grade. Ça devait être de Mba, oui. Du président Mba, Léon Mba. Là j'ai un doute. Bon, j'ai un doute. On cherchera. Ouais. Ça. Mais ce qui est certain, c'est que la France, à minima, dans cette histoire, à minima, parce que les preuves, on n'a pas un enregistrement qui dit tout, une archive qui dit précisément. Puis c'était le principe de la France-Afrique. Hein. On donnait une fois le signal. Pour moi, au mois de décembre, le sort de Sylvanus Olympio, il est réglé à Paris. Comme toujours. Voilà. En même temps, Foccart, il a tous ses problèmes au Katanga. C'est pile à cette période-là, avec Moïse Tchombe. Donc, en gros, réunion à Paris, à Noël. Bon, lui, on le liquide. Vous réglez cette affaire. Je ne veux plus que le général de Gaulle ait à entendre parler des problèmes avec le Togo qui file vers l'indépendance réelle, ce qui est un problème majeur parce que c'est la théorie des dominos. Si un petit pays comme le Togo se pointe avec sa monnaie et commence à faire des accords douaniers avec les pays voisins, dont le Nigeria d'ailleurs, au passage, mais comment on va contrôler les choses? Donc cet assassinat,
avant tout, d'après moi, il est pour bien effrayer un certain nombre de chefs d'État, en particulier, on va avoir en Côte d'Ivoire, on va avoir en Guinée, où c'est des pays... C'est Coutouré ou Fouet-Boigny. Ouais, on veut dire à Houphouët-Boigny, écoute, hein, si tu restes pas bien sage dans notre camp, c'est un moment où il est potentiellement à faire comme ses Coutouré, c'est partir. Surtout qu'il a eu du mal à prendre la tête de la Côte d'Ivoire ou Fouet-Boigny. On n'en voulait pas en France. C'est ça. Il faut bien le préciser chez les téléspectateurs si vous ne le savez pas. Donc des façons de parler. Cette période qu'on appelle de manière lointaine la décolonisation, et on nous fait croire qu'il n'y aurait que la guerre d'Algérie et puis au Vietnam où il y aurait eu de la violence. Bon, quand on fait un petit parcours historique sur le Cameroun, on s'aperçoit à quel point la violence a été... Il faut préciser où l'armée française a utilisé le napalm en pays Bamileke et Bassa. Il faut bien le sûr. dire. Hein. On a eu l'aviation qui a envoyé plein de choses très très sales sur les populations. On a beaucoup de mal à... je fais une aparté, mais puisqu'en ce moment il y a une soi-disant commission histoire qui se penche à côté des vrais sujets, c'est pas grave. Commission histoire, quelle insulte. Des archives, oui, au passage c'est commission histoire et art. Ah. Comme si... Histoire et art. Oui. D'accord. Bon, je comprends pourquoi Karine Ramondi, que j'ai reçue ici en émission avec son livre « Leader africain assassiné », et elle est historienne française, hein, et Blick Bassi, qui est chanteur, sont à la tête de cette commission. Comme si les Jacob Tatinta, comme si les Thomas Deltombe n'existaient pas. Je ne veux même pas dire Jacques Moifoka, je dois en savoir beaucoup plus sur cette affaire que ces personnes-là. On mesure très facilement les choses. Moi, j'ai absolument rien contre cette historienne, que moi, je suis historien de formation. Hein, à la limite, moi, j'ai pas une connaissance approfondie du Cameroun, mais... J'aurais pu être dans cette commission si on avait voulu faire la lumière. Une vraie lumière. C'est pas la lumière qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire à travers ça, c'est juste parce que c'est important quand même. Ce qu'on veut faire, c'est porter sur le passé un certain nombre de choses dont on n'a plus la responsabilité et faire oublier le présent. On fait oublier la dictature du Cameroun en ce moment en disant on va aller regarder ce qui se passe avant. Non mais c'est pas ce qui se passe avant, c'est ce qui se passe en ce moment qu'il faut regarder au Cameroun. Enfin, les journalistes meurent. On va revenir dessus, Sébastien Nadeau. Restons un peu sur Togo, la démocratie étouffée. Mais avant, chers téléspectateurs, il faut permettre à la maison de vivre. Nous mangeons des cacahuètes. J'espère que ça vous plaît, Sébastien Nadeau. Ah bon, moi j'adore ça. Voilà, ces cacahuètes. Je vais vous dire une fois que je les aurai goûtées, mais. Donc, ces cacahuètes nous ont été gracieusement fournis par la société nikacacahuètes.com. Nikacacahuètes avec S.com, qui donc fait cultiver ceci à Ezeka au Cameroun et commercialise dans le monde entier. Vous avez le site internet là, vous pouvez passer vos commandes et puis vous serez livrés. Ce sont des bonnes cacahuètes qui nous viennent donc d'Ezeka au Cameroun. Voilà. Ma foi, elles sont délicieuses. Vous voulez en goûter ? Malheureusement, vous ne pouvez pas. Vous passez à commande, c'est tout. Sébastien Nadeau, il faut préciser qu'avant ce livre, Togo, la démocratie étouffée, vous en avez écrit d'autres. Depuis 2019, vous militez pour la libération de l'ancien directeur de la Cameroon Radio and Television, CRTV, M. Vamoulke, Adamou Vamoulke, qui est emprisonné, voici combien de temps déjà ? Ça fait 10 ans ? 2016. 2016, ça fait 2023, 16 ans, 7 ans. 2016, ça fait 7 ans déjà qu'Adamou Vamoulke est emprisonné et le procès est éternellement reporté. Alors il y a eu une partie de procès là qui a été totalement surréaliste puisqu'il y a eu un verdict qui a été rendu. La lecture de cela a duré presque 12 heures. Et donc les avocats d'Amadou Vamoulke n'ont pas su, dans 12 heures de lecture, n'ont pas su quelles étaient les responsabilités, les raisons pour lesquelles on lui mettait de la prison, etc. Tout ça, c'est totalement incompréhensible. C'est juste un procès politique. La question qui se pose, c'est finalement, pourquoi faire un procès politique à Amadou Vamoulke, qui n'était pas dans la politique. Et là, on va chercher dans des endroits qui sont bien curieux.
mais il y a des questions de finances, il y a des questions de malversation. Et bon, manifestement, on veut faire porter le chapeau de certaines malversations à Amadou Vamouké. Ça évite à des gens qui sont bien actifs en ce moment encore dans la politique de porter eux-mêmes le chapeau. Et ce qui est assez curieux... De qui parlez-vous? C'est des gens qu'on retrouve dans le récent assassinat d'un journaliste dans toutes les zones d'ombre, là. Alors, est-ce qu'il y aura la lumière qui sera faite Vous dites bien, Sébastien Nadeau, comme les téléspectateurs ont dit, Jacques Mofo, tu n'as pas assez creusé. Des gens qu'on trouve. Vous parlez de qui? Écoutez, il y a le ministre des Finances, le ministre de la Justice. Monsieur Louis-Paul Motazé, voilà. Monsieur Laurent Esso. On se pose plein de questions. Moi, je suis pas magistrat, je suis pas enquêteur policier. D'accord? Mais quand quelqu'un est maintenu en prison pour des motifs qui sont pas valables, quand on instrumentalise des magistrats, les magistrats, c'est des gens qui sont formés intellectuellement, qui sont censés être solides et qui flanchent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se retrouvent comme le journaliste, ils vont se retrouver assassinés. Donc ils prennent des décisions contre leur sentiment de justice. S'ils en ont. Mais moi je pense qu'ils en ont, mais ils ont tellement peur. C'est quelque chose qui se comprend, la peur. Mais il y a des gens qui mettent cette peur sur la tête des autres. Et donc ces gens, à un moment donné, à force de regarder et de comprendre, on se dit, c'est assez simple. On se couvre des malversations qu'on a soi-même mis en place quelque temps auparavant. Le 4 mars 2021, vous dénonciez, Sébastien Nadeau, les silences gênants de la France à propos de la situation dans plusieurs pays du monde, le Yémen, le Rwanda, l'Éthiopie et le Cameroun. Décidément, au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale, vous étiez la tête de Turc pour la Macronie. J'ai pas tenu très longtemps dans le système, effectivement. On voit, je pense qu'aujourd'hui, les parlementaires sont un peu tout nus dans la situation actuelle en France. En France, on a une réforme dont personne ne veut. Normalement. Un parlementaire est représentant de la nation. Il représente les gens. Donc, normalement, il y a une majorité qui aurait dû pouvoir imposer. D'accord, il n'y a pas eu de vote, il y a eu le 49-3, ils n'ont pas pu voter. Mais si la majorité présidentielle avait dit c'est pas possible, c'est pas sérieux, cette réforme, on ne peut pas l'amener, elle est contre la volonté du peuple, on n'en serait pas là. Mais cette majorité présidentielle... Elle reste silencieuse. Amorphe. Moi, quand j'y étais, on parlait des godillots, etc. Il y a une réalité autour de ça. Il y a une réalité. On ne veut pas déplaire au prince. Au prince, président de la République. Emmanuel Macron. Bien sûr. On a un système qui... je ne sais pas de quel côté on se rapproche petit à petit le plus les uns des autres, mais moi je trouve que le système français se rapproche de plus en plus de certains systèmes politiques africains que j'ai pu observer ces dernières années. Et que vous combattez. Et c'est pas en bien. C'est pas en bien. C'est pas en bien. Et que je combats, oui, bien sûr. Vous n'avez pas voulu vous représenter pour un deuxième mandat à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est parce que la soupe n'était pas assez bonne ou bien parce qu'elle était farde? Il y a plusieurs... pourri. Il y a plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que quand on reste trop longtemps du pouvoir, je pense qu'on se brûle. Et il n'y a pas plus malin. Moi, je me sens pas plus malin que les autres. Et j'avais cette impression que si je restais trop longtemps, des choses sur lesquelles je me sens toujours avec une brûlure dès que je vois certaines choses passer et que j'ai envie de bondir, je me suis dit, il va y avoir la force de l'habitude, il va y avoir cette force qui va m'amener à trouver que tout est égal, tout est à plat, et puis on laisse filer les choses. Donc j'avais pas envie. J'avais plein d'autres projets en tête, des projets d'écriture. On ne peut pas tout faire quand on est parlementaire. On a une vie qui est très rythmée. Et finalement, pour approfondir des sujets, pour prendre le temps de la rencontre avec les gens, toutes ces choses-là, on n'y arrive pas. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir faire autre chose.
Voilà, donc j'étais pas à me dire il faut absolument que j'ai encore un mandat, et puis après encore un, et puis après encore un. Et en plus, d'une part, pendant mon mandat, ça m'a permis de prendre des décisions en toute liberté, toujours. De me dire, voilà, je vais essayer. Je décide de ça, pas parce que il faut faire ça pour ma prochaine réélection, mais bien parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ce qui m'a amené très tôt me décaler évidemment Tout à fait, quitter de la masse, parti, oui. la masse des gens. Et puis on est libre. Pour l'instant, on a encore la chance en France d'être libre. Quand on est parlementaire, on a plein de contraintes, mais quand on est citoyen, on est libre. On a cette chance. Moi, je suis heureux de pouvoir déployer un certain nombre de choses, dire des choses, même si je suis plus représentant de personne. Je me sens avec une liberté encore plus forte. Vous vous représentez vous-même et c'est la raison pour laquelle ce livre paraît ce début mois de mai 2023, livre intitulé Togo, la démocratie étouffée. Vous avez évoqué avec nous le cas de Sylvanus Olympio, mais ça remonte il y a 60 ans, voire un peu plus, mais 60 ans, 61, 62 ans. Aujourd'hui, c'est la même famille qui dirige le Togo, et pas que le Togo, le Gabon aussi, depuis 1967. Je viens de lire que le demi-frère de Faure Gnassingbé vient d'être exilé dans un pays en Afrique centrale après la prison. Il est en prison depuis très longtemps parce que c'était un candidat sérieux de l'actuel président, donc son demi-frère, Faure Gnassingbé. Donc qui dit candidat sérieux, il faut l'éliminer d'une manière ou d'une autre. Donc il a été emprisonné très longtemps. Et puis maintenant qu'il est tellement atteint physiquement, très malade, etc., on accepte quand même qu'il aille dans un pays à côté pour... Voilà, on s'en débarrasse un petit peu plus. C'est la même famille régnante depuis 1967, sachant que le père, Étienne Aïdema Gnassingbé, faisait partie du commando qui a assassiné Sylvanus Olympio. Donc cette famille régnante, moi je ne vais pas revenir dans la Rome antique et puis raconter certaines traditions qu'il y a pu y avoir très, très sanglantes, mais cette famille régnante est installée sur le trône par un coup d'État meurtrier. C'est une famille assassine. Je vais en profiter pour saluer Benjamin Kofi Adjo, qui doit sa vie un peu à la France. Il avait dénoncé les corps balancés dans la mer par le père Eyadema. Il a failli être assassiné. Il a dû fuir le Togo, passer par le Ghana et atterrir en France. Et je lui dois un peu une bonne partie de ma vie en France, car lorsque j'arrive en France, c'est Benjamin Kofi Adjo qui travaille à la CAT, qui est bénévole à la CAT, qui va m'aiguiller. Voilà, donc, bonjour à toi Benjamin. J'en profite aussi pour passer un petit message à quelqu'un que vous connaissez très bien, Monsieur Gabriel Messan Agoyeme Kodjo. Bien sûr. Monsieur Agoyeme Kodjo, lorsque vous recevez un texto d'un journaliste qui se présente, daignez quand même répondre. Je ne suis pas un ennemi, je ne suis pas votre ennemi. Voyez-vous. Voilà. Mais là, il le saura. Oui, je le dis là, comme ça tout le monde le sait. Il ne m'a jamais répondu, pourtant il a reçu un texto, moi qui l'a lu par WhatsApp, il ne m'a jamais répondu. Je ne sais pas pourquoi. Moi j'ai échangé pour l'écriture de cet ouvrage avec lui. Il est dans une situation de quelqu'un qui manifestement a gagné l'élection présidentielle en février 2020. On est plus de 3 ans après. Il n'a toujours pas de papier, il est exilé sur un pays frontalier, il n'a pas recouvré une vie normale. Très rapidement, dans la période qui suit, comme il y a un flottement du pouvoir et que Faure Gnassingbé se trouve très très mal installé, il envoie les chars pour encercler sa maison, les militaires, il y a un millier de militaires qui viennent autour de sa maison. C'est un blindé qui défonce le portail de sa résidence. Il est sorti de chez lui menotté, sa femme, qui par ailleurs est française, sa fille, ils sont menottés, ils sont jetés au sol. C'est quelque chose de totalement hallucinant. Et ce qui est très surprenant, c'est que vous voyez par exemple sa femme, sa fille, sont françaises. Qu'a fait la France? La protection consulaire, c'est quelque chose de fondamental pour ses concitoyens. Rien du tout. Il ne s'est rien passé. Parce que la France avait choisi le camp du dictateur en place. Et donc tout ce qui pouvait arriver, y compris à des Français qui n'étaient pas dans le bon camp,
ben on laisse tomber. Voilà le visage de la France. N'est-ce pas, la France, c'est la fille aînée de l'Église. Elle sait bien conjuguer au nom du Père, surtout en Afrique. Dans ce livre, Togo, la démocratie étouffée, on retrouve dans la table de matière, démocratie en détresse, à coups de cuillère sur les casseroles. Vous étiez en avance sur le Conseil des casseroles en France. Parler pour ne rien faire. On retrouve quand la nuit fit place au jour, c'est à partir de la page 27. Je lis vite comme ça car le temps qui nous est imparti court. Page 33, pourquoi le Togo? On retrouve Petit Togo à la page 45. On retrouve que s'est-il passé le 22 février 2020 au Togo, à page 69. On retrouve les voleurs d'élections, oui, les voleurs d'élections, vous l'avez évoqué, page 79. La trace des assassins, page 89. Du passé faisant table rase, enfin, presque, page 105. On retrouve la dictature togolaise et son ami, la France, page 117, et je pense qu'un de mes confrères ne va pas beaucoup aimer ce que vous écrivez là, la dictature togolaise, car un de mes confrères, que vous connaissez sans doute, lui, Maglo Akemayo, pour ne pas le citer, a écrit un gentil livre sur la démocratie du Togo. Donc vous êtes en contradiction avec lui, je pense que vous n'allez pas vous entendre. Bien, vous retrouvez en page 127, le Quai d'Orsay soutient la liberté de la presse, laquelle, je ne sais pas. C'est le Quai d'Orsay soutient la liberté de sa presse. Sa presse à elle. Parce que quand même, si je peux me permettre, oui. Il se passe quelque chose d'extraordinaire pendant cette élection présidentielle de 2020. En France, il y a le Covid, alors on est sur plein d'autres choses, mais il se passe quelque chose. Il y a ce moment où quand même on se dit le pouvoir de Faure Gnassingbé, il est en train de partir, les gens se rendent bien compte qu'il n'a pas vraiment gagné l'élection. Et l'ambassadeur de France au Togo porte plainte contre 2 journaux d'opposition. D'accord. Lesquels journaux d'opposition avancent prudemment, mais quand même disent qu'il y a des doutes, il y a eu pas mal d'endroits où les votes n'ont pas été comptabilisés, il y a eu des pré-votes, un système assez intéressant, où la case Faure Gnassingbé était déjà cochée, et donc les gens allaient mettre ça dans les urnes. Enfin, il y a eu des choses étranges. Et donc, c'est un ambassadeur de France qui porte plainte auprès d'une autorité togolaise, laquelle est financée par le Quai d'Orsay pour amener la liberté de la presse au Togo. Oh là 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 là. Et donc on se retrouve avec ça, de l'impensable. De l'impensable. Le Quai d'Orsay soutient la liberté de sa presse. Ne manquez pas cette partie-là, page 127. Le Bureau des droits de l'homme de l'ambassade de France à Lomé ne répond pas, page 147. RFI, oui, Radio France Internationale, et les voix idiotes de leur maître. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui l'écrivez. 1960-2020, à qui profitent les crimes? Ah oui, à qui profitent les crimes? Diplomatie française égarée et gifle africaine, page 199, sur les traces de Nelson Mandela, page 213, un déjeuner dans une brasserie parisienne en 2023, page 235. C'est quoi ce déjeuner dans une brasserie? Là, c'est un déjeuner que j'ai eu avec des anciens collaborateurs avec qui on avait travaillé sur le sujet du Togo, à manière un petit peu de... Non pas de faire une conclusion, parce que la conclusion, elle est en train de se construire. Le 27 avril, au Togo, c'est la journée nationale, c'est l'indépendance. On célèbre ça. Comment, dans la tête des gens qui ont plein de soucis au quotidien, on réfléchit, parce que, figurez-vous, je vais vous dire que les Africains réfléchissent. Non, c'est à terme c'est à terme de boutade, mais j'ai entendu tellement de choses incroyables dans la bouche de certains de mes collègues politiques, de certains... De gros ignorants qui sortent de l'ENA, qui ont un avis sur une condescendance, un regard porté sur les gens en Afrique, qui est toujours celui, certainement, qui était
à la mode dans les années 60. Sauf qu'ils ne comprennent plus du tout comment le monde évolue, se transforme. Ah tiens, il y a la Russie, elle est aussi en Afrique, ils s'en rendent compte. Bon, enfin bref, des choses qui porteraient à sourire, sauf que c'est assez dramatique. Et donc, il y a cette fête nationale, et en face, on a des populations, c'est vrai pour tous les pays de la région, des populations qui sont désœuvrées, qui savent très bien ce que c'est qu'une démocratie et ce que n'est pas une démocratie, qui prennent une information plurielle, qui vaut ce qu'elle vaut, mais plurielle parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce que sur Facebook, oui, avant, ce que l'information très centralisée d'État nous donnait, on n'avait rien d'autre. Mais là, maintenant, ça se passe plus comme ça. Donc, on a des gens qui sont beaucoup plus éclairés, et puis ils voient ce qui se passe. Ils voient ce qui se passe, ils voient la réalité. Donc quand on a Emmanuel Macron qui part faire sa dernière sortie en Afrique, là... Son cinéma au Congo, là. Et qui arrive en expliquant qu'avec lui, on va finir cet épisode de la France-Afrique, puis 2 secondes après, qui donne des cours à Félix Tshisekedi. Qui essaie de donner des cours. Voilà. Bon, ceci dit, comme il s'est bien fait moucher par un chef d'État africain, c'est quand même... Il y a quelque part un petit peu de jubilation à se dire, bon, ça va, il s'est fait moucher, donc peut-être que la prochaine fois, il préparera ses sorties dans les pays de la région, où il fera un petit peu différemment. Parce que là, quand même, ça fait un peu mal. Moi, je suis français, avoir les plus hauts représentants qui y vont de cette manière très prétentieuse, très arrogante, dans le moment actuel, pardon, mais après la gifle du Mali, dont je parle dans l'ouvrage, c'est quelque chose de hautement signifiant. Je crois que la France a obligatoirement une attitude à adopter, qui est une attitude d'abord raisonnable, raisonnée, mais déjà de modestie, de silence. De modestie, Vous connaissez quelqu'un d'arrogant qui peut devenir modeste? Non, mais il faut, de toute façon, la France n'a pas 50 solutions. Soit elle trouve un modus operandi, une manière de faire avec modestie pour retisser des liens très différents de ceux qui existent, soit elle se fera dégager. Pour l'instant, nos représentants qui sont aux manettes ne veulent pas de ce discours où réellement on prend en compte l'autre, c'est problématique, on en intègre. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, ça ne veut pas dire que la France doit arrêter de faire du commerce, doit arrêter d'essayer de favoriser des entreprises en Afrique. Favoriser des entreprises en Afrique, ces entreprises en Afrique. Oui. Les entreprises françaises. C'est un jeu. Pas africaines, hein. Non, c'est un jeu normal. Mais le jeu deviendra normal quand les entreprises, on parle du Togo aujourd'hui, les entreprises du Togo, avec des Togolais, auront un accès pour pouvoir commercer en France. Permettez donc que je pousse un petit coup de gueule gentil. Monsieur Fornia Simbe, ce fabricant de véhicules électriques, à qui il a été demandé de fermer les portes, pourquoi ferme-t-il les portes? Pourquoi? C'est de l'industrie pour le Togo. Non, vous n'aimez pas votre pays? Je sais que vous ne me donnerez pas un visa pour aller chez vous, mais c'est pas grave. Permettez à cet entrepreneur de prospérer pour le Togo. Sinon, c'est la Chine qui va bientôt vendre des voitures partout. Et même en France, nous sommes obligés d'acheter des voitures chinoises qui sont plus compétitives que les nôtres. Voilà, c'est bien dit. Très bien. Très bien. Moi, je pose des questions dans l'ouvrage. Typiquement, il y a une question. Alors là, encore une fois, moi, je prends des informations avec des sources précises. Où va l'argent du phosphate au Togo? D'accord, oui. Où va l'argent du phosphate au Togo? Je prends un rapport de la Cour des comptes togolaise d'une année, la suivante, encore de la suivante. Et les ressources, l'argent qui devrait tomber dans les caisses de l'État togolais du phosphate, de la Société nationale des phosphates, etc., il n'y est pas. Ça interroge. Très bien. Les Togolais ont des richesses, mais ils ne les voient pas. Ils ne les voient pas.
Chers téléspectateurs, vous voulez en savoir plus sur le Togo et même une bonne partie de l'Afrique? Ce livre, on vous le recommande. Le Togo, la démocratie étouffée. Vous êtes toujours dans le bœuf politique sur GMTV+. Nous n'allons pas terminer cette émission sans évoquer la problématique, la très sulfureuse problématique des troisièmes mandats dans plusieurs pays. Il y a quelques mois, quelques jours, je dis quelques mois, quelques jours, quelques semaines, Sébastien Nadeau, un ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre de Jacques Chirac, évoquait l'éventualité d'un troisième mandat pour quelqu'un en France. Dans la foulée, un ancien garde des Sceaux, sous Hollande, je crois, Jean-Jacques Urvois, l'évoquait également. Serait-on en train d'aller vers un troisième mandat d'Emmanuel Macron alors que la Constitution française ne le prévoit pas? De manière très simple. On est souvent, en France notamment, critique à dire « oh là là, on n'est plus en démocratie, on est en démocratie, etc. etc. » Une dictature, c'est très simple à caractériser, notamment sur tous ces pays qui ont des constitutions. Il y a des pays qui sont avec une constitution, un droit qu'on appelle un droit un peu mou, typiquement la Grande-Bretagne, mais la France a une constitution, elle est claire, elle est explicite, et à partir du moment où on modifie la constitution en vue d'une échéance politique, c'est que là on bascule. Ouais. Voilà. Et c'est là aussi où on bascule dans tout un tas de pays en Afrique. C'est là où on bascule en Russie depuis des années avec le président Poutine. On a l'exemple récent avec la Chine. Donc cette question d'un mandat, d'un troisième mandat, c'est ce qui distingue un pays qui vit dans un système démocratique d'un pays qui n'est plus dans un système démocratique. On peut avoir une situation où il n'y a pas de troisième mandat et on est déjà sous une dictature. Mais en tout cas, c'est un point de bascule. À partir du moment où on passe outre ce qui est écrit dans la Constitution, parce que c'est trop facile de dire il y a une Constitution et on modifie la Constitution pour les prochaines élections, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on passe sur la Constitution, on s'assied dessus et puis on dit pour les autres, mais pas pour moi. Donc là, c'est un exemple précis de glissement vers une dictature, tout simplement. On a cette possibilité en France. Emmanuel Macron avait certainement en tête, il l'avait dit en tout cas, qu'il réviserait la Constitution pour aller vers un mandat unique de 7 ans. Ouais. Et donc, regardez bien, ce qui était dans sa tête, on fait ça, et donc je finis mon mandat de 5 ans, et on a remis les pendules à zéro, donc je pourrais être candidat pour 7 ans. Il y a un problème sur cette manière de procéder, c'est qu'il lui fallait pour ça une révision constitutionnelle, donc soit un référendum, les gens iraient voter... Qui passerait pas, c'est sûr. Que ça passerait pas. Non. Et deuxième chose, avoir les 3/5 du Parlement. Du Parlement. Et il n'a pas réussi à avoir suffisamment de députés... Mais c'est toujours possible, Sébastien Nadeau. Vous savez comment? Tout est possible. Vous savez comment? Le 49.3. Tout est possible. Tout est possible. Je ne crois pas qu'il y ait le point de maturité pour qu'il y parvienne. On a cette question très très souvent dans les suites, les nouvelles élections en Afrique. On a eu récemment en Côte d'Ivoire, etc. Oui, alors on trouve toujours une bonne raison. En Côte d'Ivoire, c'est la mort inopinée du successeur Premier ministre. Voilà une bonne raison pour un troisième mandat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de personnel en Côte d'Ivoire qui peut être président. Intelligent en Côte d'Ivoire. Bon, on va dire ça comme ça. Sérieux. Et en France, il n'y a personne qui peut être président à la place d'Emmanuel Macron? Non, il n'y a personne. Bon. Donc, il n'y a que lui, c'est le plus intelligent. Bien évidemment que c'est un fort questionnement. On a le cas du Sénégal également, où Macky Sall est devenu l'homme le plus intelligent du Sénégal. Qui est dans cette question-là. Mais la chose qui serait intelligente, regardez le Sénégal. Macky Sall est quelqu'un qui a... Il y a toutes sortes de difficultés, mais gérer un pays comme le Sénégal, celui qui fait ça, les doigts dans le nez, faut tout de suite qu'ils nous disent, parce que c'est compliqué.
gérer la France, c'est compliqué. C'est des choses très difficiles. Macky Sall, c'est quelqu'un qui, sur certains aspects, a été en réussite. Sur certaines questions, bien sûr que son bilan, il est contrasté. Mais ça pourrait être quelqu'un du continent qui fasse une figure qui apporte enfin aux Nations Unies son expérience. Il a une belle expérience. Pourquoi veut-il s'accrocher à un pouvoir dont la Constitution dit, sauf à être un petit peu insincère, à dire dans cette condition on peut changer les choses, mais non. Il y a un modus operandi, encore une fois, pour que l'homme puisse continuer des projets vers lesquels il aspire à faire des choses, et son pays continue de respirer de manière démocratique. C'est pas antagoniste. On peut trouver ça fait mal aux égos parfois, ça frotte un peu. Dites-moi, Sébastien, on y arrive. Est-ce que ce marché non prononcé de Macky Sall ne serait pas juste un moyen pour lui de négocier une sortie honorable en occupant un de ses postes aux Nations Unies, comme vous l'évoquez là? Écoutez, pour faire une omelette, on casse des œufs. Donc, pour moi, le jugement, c'est quels sont les candidats sur la ligne de départ de la prochaine élection présidentielle. Au Sénégal. Ça, c'est un élément de jugement qui est clair, net et précis. Et deuxièmement, dans quelles conditions de sincérité se déroule le scrutin. Parce que le Togo a montré, on commençait à avoir des petits résultats partiels par-ci par-là. Les scores ça va pas, on arrête tout, le système électronique qui était prévu pour, on met ça de côté, sans système électronique, on met 12 heures pour récolter tous les résultats, alors que... 12 jours ou 12 heures 12 heures. Donc c'est un record du monde de la vitesse pour collecter tous ces résultats. Bref, donc là, pour le Sénégal, on verra qui est sur la ligne de départ. Parce qu'il y a bien évidemment un candidat qui a les faveurs du peuple, de la bien population, Ousmane Sonko, il faut le dire. S'il y a toutes sortes de choses qui viennent dire non, il ne peut pas être candidat parce que je cite... ça paraît pas très sérieux. Ça paraît pas très sérieux. Ce serait de dire moi je combats politiquement toutes les orientations de Marine Le Pen, mais trouver moyen qu'elle ne puisse pas être candidate à la prochaine élection présidentielle. Ne serait pas correct. Non, le jeu démocratique, c'est soit à un moment donné on dit son parti, c'est pas légal, etc., elle n'a pas le droit, soit il faut qu'elle soit candidate et on ne monte pas une espèce de cabale ou des choses comme ça. Donc, dernière question, Sébastien Nadeau, après je vous lâche. Il se murmure, et vous êtes sans doute plus informé que moi, les bruits de couloir, il se murmure que dans le cas du Sénégal comme celui du Cameroun, l'Élysée a fait ses choix. Ce serait sans Ousmane Sonko au Sénégal et ce serait Fambiya au Cameroun. Est-ce que vous en savez quelque chose? C'est les rumeurs qu'on entend, effectivement. Moi, quand je discute avec des gens qui sont au Quai d'Orsay, etc., c'est des choses potentiellement. Mais les Camerounais, les Sénégalais, mais la vie des gens qui sont au Quai d'Orsay, à l'Élysée, il faut qu'ils balayent ça. Ça ne me regarde pas. Moi, je suis français, ça ne me regarde pas, ces histoires. Moi, vous confirmez donc que vous avez entendu ces bruits de couloir? Écoutez, en regardant très récemment le contentieux Tchad-Cameroun, il me semble que ça donne un petit peu des indications. Puis on a eu une réaction de Maurice Kamto qui était assez claire. On se demande que fait le fils du... Quel est le rôle politique? Qu'est-ce qui a été attribué au fils du président de la République? Le président de la République, admettons qu'il a été élu, même s'il y a des questions derrière, mais quelle est la fonction politique du fils? De Fambiya, oui. Là, à l'heure actuelle, on a un président de la République en France, sa femme fait des opérations caritatives, etc. Quand c'est ça,
Je trouve ça très bien, c'est tout à fait honorable. Quand elle commence à donner son avis sur la réforme des retraites, moi je me demande ce qu'elle me fait. Hein. Je me dis comment ça se fait qu'elle est au journal de TF1 pour donner... Bon, son avis il vaut pas plus que le mien, que celui de n'importe quel citoyen. Donc, et là, oui, il y a des questions. Qu'est-ce que ça veut dire le candidat de la France? On est en 2023. Moi, je mets des billets que le candidat de la France, on le verra pas. Hein. Et c'est tant mieux. On ne le voit pas, ni au Cameroun comme au Sénégal? On le verra pas. On le verra pas, c'est plus possible. Les gens sont... sur le terrain, sont trop conscients des enjeux, sont suffisamment informés. Ça peut plus passer comme ça. Merci beaucoup Sébastien Nadeau d'avoir fait le déplacement sur notre plateau. J'espère que vous reviendrez souvent. Peut-être je peux préciser, le livre Togo, la démocratie étouffée est disponible sur Amazon. Si je le précise, c'est pas que je veux faire la promotion d'Amazon, mais c'est que comme j'ai eu une mésaventure au Cameroun, puisqu'on a confisqué vos livres, mes livres, et ceux de Patrice Nganang, tout est disponible sur Amazon. Ce qui permet d'avoir une livraison, y compris quand on habite le Togo, y compris quand on habite le Cameroun pour d'autres livres, etc. Le livre est disponible demain, journée de l'indépendance. Au Togo. On parle de démocratie au Togo. Cette émission sera diffusée début mai. Vous pouvez donc retrouver ces livres sur toutes les bonnes plateformes. Je ne veux pas faire de pub à quelqu'un car je n'ai pas perçu son centime. Et si vous ne le trouvez pas sur cette plateforme-là, contactez-nous gmtvplus.com, on vous redirigera. Mais surtout, ne voyagez pas avec ces livres dans votre valise vers le Togo. Il pourrait vous arriver ce qui était arrivé à Wilfried Siewé à l'aéroport au Cameroun. Vous savez ce que c'est. Donc, soyez un peu futés. Merci beaucoup Sébastien Nadeau. Merci à vous. On se retrouve sur cette même chaîne dans quelques jours avec un autre invité. Nous vous savons de plus en plus nombreux à nous regarder. Nous vous en remercions. Restez connectés, abonnez-vous, c'est gratuit. À très bientôt. Bye bye.